Bonjour et bienvenue. Je pense que tout le monde me connaît déjà, donc Père David, prêtre espagnol, d'où l'accent que vous entendez, curé de cette paroisse. Voilà, je fais partie de ces curés qui sont les curés d'une paroisse en paroisse, vous voyez. Un peu comme quand quelqu'un est nommé dans un pays de mission au fin fond de l'Afrique et on lui donne un territoire sans église, voilà, c'est pareil. Mais nous aurons bientôt une église, et c'est pour ça que nous sommes réunis. Et merci beaucoup d'être venus nombreux. Voilà, pour soutenir la restauration de l'église du Bossé et merci surtout à l'équipe qui a organisé tout cela et qui se donne de la peine depuis un petit moment déjà. Et donc voilà, je vous donne la parole. Merci Père David. Merci Père David. Alors l'église est bien sûr un lieu de culte, mais c'est aussi un repère, un phare dans le village. Ces cloches se font entendre toutes les heures et lors des grands moments de la vie, naissance, mariage et décès. Mais pour l'ensemble des Bossétans, quelle que soit leur croyance, c'est un bien communal et patrimonial qu'il faut protéger et sauver. Je vais commencer par le rapport moral qui sera aussi le rapport d'activité. Depuis le 14 mars 2025, date de notre dernière Assemblée Générale, beaucoup de choses se sont passées pour notre Église. Lors d'un gros épisode pluvieux, peu de temps après notre trajet, puisque c'était 10 jours plus tard, le 24 mars, un morceau de la voûte dans la chapelle du Sacré-Cœur s'est décroché, entraînant dans sa chute le bras gauche de la statue. Un balisage a donc été installé devant toutes les chapelles situées à l'est. La restauration de cette statue est prise en charge par l'assurance de la commune. Cette restauration devait débuter le 5 janvier 2026. Aux dernières nouvelles, la statue sera déposée chez le restaurateur très prochainement. Le 24 juin, la municipalité m'a convié à une réunion avec un maître d'œuvre pour qu'il fasse un diagnostic de l'état de l'église, désamiantage, mise en sécurité et hors péril du bâtiment, mise en conformité de l'électricité, du chauffage, réfection du sol, embellissement, tout cela en fonction des sondages réalisés au niveau de la toiture et de la charpente. Il devait aussi nous donner une estimation du coût global des travaux, compte rendu qui devait nous être donné fin septembre. Le 9 octobre, trouvant le temps long, je demande à monsieur le maire des explications. Ce sont des retards dus à la réalisation de relevés topographiques qui, pour raisons administratives, n'ont pu être faits qu'en août. Le résultat des études est donc reporté au 24 octobre. Le 6 novembre, nous sommes conviés à une visite avec un bureau d'études et le service technique de la mairie en prévision de sondage de toiture avec balisage de zones dans l'église. Suite à cela, nous avons été informés qu'une entreprise devait intervenir pour le sondage de la toiture entre le 1er et le 23 décembre. Surprise au niveau de la toiture à l'est du clocher, une poutre est décrochée et risque de tomber. Le 8 décembre, l'église sera fermée une dizaine de jours pour la sécuriser, mettre un échafaudage de soutien de cette poutre, ce qui devait permettre de célébrer Noël presque normalement. Mais l'entreprise a continué les sondages de toiture en détuilant certaines zones sur 1 ou 2 mètres carrés. Sondage qui n'avait jamais été fait depuis la construction de l'église. Et là, découverte d'autres dégâts et surprises. Poutre cassée au niveau de la statue de la Vierge, poutre fléchie et aussi attaquée. Découverte aussi de réparations en plaques ondulées en fibrociment, donc amiantées. Le jeudi 11 décembre, nous avons été convoqués en mairie, le père David, Monique Oulès et moi-même, pour nous annoncer la fermeture définitive. Gros choc, vous le pensez bien. Les travaux deviennent donc indispensables et pour débuter, un désamiantage complet sera nécessaire, comme indiqué dans le rapport d'expertise en date du 24 octobre 2022. Nous connaissons maintenant l'ampleur des dégâts. Suivra ensuite les appels d'offres et tout le côté administratif et juridique qui est très long. La mairie a été très réactive. Monsieur le maire a mis tous les moyens possibles au service de la paroisse pour, dans un premier temps, permettre de célébrer Noël. Pour l'action de l'arrêt, je sais que certaines personnes sont prêtes à faire des dons. Nous pouvons bien sûr les récolter, mais sans défiscalisation. L'ensemble des sommes récoltées servira à ouvrir la cagnotte de la Fondation du patrimoine et par ce biais,
permettre la défiscalisation des dons. Une réunion avec cette fondation a eu lieu en mairie le 23 janvier, suite à une réunion de travaux. L'action de cette fondation a été présentée. Depuis 1996, la Fondation du patrimoine a été créée pour mobiliser tous ceux qui veulent aider le patrimoine rural et non protégé, ce qui est notre cas. Son action s'est ensuite élargie. 80% de ses projets sont situés dans des territoires ruraux, conformément à sa mission et à ses objectifs. Les donateurs sélectionnent le projet de leur choix et donnent en toute transparence pour des résultats visibles. Un don de 100 € revient par exemple, après réduction d'impôt, à 34 €. Si les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt de 66%, le taux pour les entreprises et sociétés est de 60%. L'AREB pourra donc, après accord, servir d'intermédiaire pour collecter les fonds et fournir des informations aux donateurs. Nous ne sommes pas encore dans la phase de collecte de dons. La convention entre la municipalité et la Fondation du patrimoine a été signée. Il faudra qu'elle le soit aussi avec la paroisse et notre association AREB. Nous vous en informerons par message et diffusion. Des bulletins de dons seront édités et disponibles à la maison paroissiale et certainement à l'accueil de la mairie. Il faudra bien évidemment que l'église soit complètement vidée de tout le statuaire, les tableaux et les objets classés ou non classés pour les protéger et les mettre en lieu sûr. Tout cela a aussi un coût. Il faudra trouver où stocker tout cela en lieu sûr, à la charge de la municipalité bien évidemment. Et pour tout ce qui est classé, la municipalité devra travailler en concertation avec la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Celle-ci est d'ailleurs parfaitement au courant des difficultés que nous rencontrons et en rapport avec un service de la commune qui gère la partie patrimoniale. Nous continuons à suivre car nous n'avons plus d'église, mais il faut que la municipalité nous trouve un lieu suffisamment grand pour que nos prêtres puissent continuer à officier et accueillir tous les paroissiens. Un lieu plat de préférence, mais aussi chauffé et sécurisé. C'est mieux faire. La première idée était le parc de la Maison des Frères, où il était possible d'installer un chapiteau de 200 ou 300 places. Nous avons eu à ce sujet une réunion le 6 février en présence de représentants de l'évêché et du directeur de la Maison des Frères. Tout se présentait bien, sauf que quelques jours plus tard, blocage au niveau de l'urbanisme. Terrain classé boisé, donc impossible d'y planter ce chapiteau. Suite à cela, le conseil d'administration s'est réuni le 23 mars pour préparer cet AG. Nous avons donc parlé de ce problème et à l'issue, j'ai envoyé un message à monsieur le maire en lui donnant quelques idées des administrateurs en vue de l'installation d'un chapiteau. Nous avions soumis 3 propositions de zones stables et sécurisées, mais monsieur le maire en a bien pris note. Voilà où nous en sommes actuellement au niveau de la REB. Mais dans l'immédiat, pour la paroisse, grande question, où pourrons-nous célébrer les fêtes pascales? Comme dans toute association, il vous faut valider ce rapport moral et aussi rapport d'activité. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Maintenant, je passe la parole au trésorier Maurice Oulès. Bonjour à tous. Bon, moi, je vais vous faire le compte, le bilan financier le plus rapide que j'ai jamais fait. Alors, au compte de résultat, les charges, les frais administratifs et bancaires, 24 €. Le fonctionnement de l'association, 40,15 €, ce qui représente 64,15 €. Je donne les centimes pour que ça fasse un peu plus long. Donc, ce sont les seules dépenses que nous avons effectuées au cours de l'exercice 2025. Ces 40,15 € représentent ce que nous avons acheté pour le pot de l'année dernière. En ce qui concerne les produits, les cotisations des adhérents, merci à vous, 880 €. Les dons, 2430 €. L'intérêt sur la part sociale que nous avons, 42 centimes. Part sociale que je vais enlever, qui avait été mise par l'ancien président. C'est plus embêtant que le reste. Et les produits financiers, c'est-à-dire notre livret A, 163,16 €.
ce qui représente un total de produits de 3 473,58 € et donc un résultat positif de 3 409,43 €. Le bilan. Alors, nous avions une réserve antérieure au 1er janvier 2025 de 6 530,51 €, auquel j'ajoute les 3 409,43 €, ce qui nous permet d'être à la tête aujourd'hui d'un bilan de 9 939,94 €. L'actif, c'est-à-dire où sont positionnés ces crédits, sur le compte courant du Crédit Agricole, 1 482,54 €, en caisse 24,15 €, le livret A 8 418,25 € et la part sociale 15 €. 9 939,94 €, qui seront probablement reversés, peut-être pas en totalité, mais à la Fondation du patrimoine dès que le compte sera ouvert. Voilà. Merci Maurice. Bon, vous avez vu, il y a de l'argent qui va servir pour ouvrir le compte pour la Fondation du patrimoine. Il faut qu'on le fasse de toute façon. Maintenant, on va parler du renouvellement du CA. Il y a 3 sièges à pourvoir. Alors, au conseil d'administration, donc il y a moi, Philippe Moncoiffé, il y a Maurice Soulès, il y a Martine Como qui était sortante. Martine, tu te représentes pas? Ok. Martine Lestin, bon, elle n'est pas là. Roselyne Ribois. Elle vous adresse un courrier, non? Elle vous adresse un courrier? Non. Elle a envoyé sa cotisation, un pouvoir pour moi, et je pense qu'elle vous a mis un courrier. Ça a été adressé à la paroisse. Ça a été adressé à la paroisse? Oui. On ne l'a pas vu. Bon, c'est rien, c'est pas grave. Jean-Marc, tu continues? Jean-Marc continue. Sylvie Gérard, qui elle est sortante l'année prochaine. Michel Olivier. Oliver, pardon. Mathieu Delouis, tu continues. Et Sonia Bizarri, qui n'est pas là, elle est retenue par la mairie, elle s'occupe des élections futures. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas inscrites pour l'instant, mais qui voudraient faire partie du conseil d'administration? Surtout des jeunes. Hein, l'opération, je pense qu'elle va durer un petit moment. Il faut de la relève. Il n'y a pas de jeunesse. Guillaume? Bon, on va se trouver en effectif réduit encore. Oui? Bien. Alors, madame? Hilaire. Ok, merci à vous. Oui. Alors, pour le rapport financier, c'est vrai qu'aussi, il faut le faire voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci au trésorier. On n'avait pas de contrôleur au compte. Alors, pour Madame Villers, faisant partie du conseil d'administration, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bienvenue chez nous. Et bien maintenant, je passe la parole à Monsieur le maire qui va nous donner quelques informations. Merci beaucoup. Alors, je veux d'abord saluer la précision clinique des 2 rapports, le rapport financier, mais le rapport moral, où les dates sont reportées avec la plus grande précision, et ça a son importance. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est la manière
dont je souhaite, et j'ai commencé à travailler avec la paroisse, la reine, monsieur le curé et l'évêché. Il faut savoir que le 23 janvier, lorsque nous avons eu le rapport de l'étude de faisabilité, si on peut l'appeler ainsi, je ne l'avais pas vu avant, j'en ai pris connaissance en même temps que mes partenaires. Ça, c'est une marque de confiance. Je pense qu'il n'y a pas un maire qui a fait une chose pareille. Ensuite, avant de passer au réalisé de cette mandature et à ce qui a déjà été voté, j'ai fait voter mercredi dernier pour la suite. Bon, il y a, je pense que c'est la période qui veut ça. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur les réseaux sociaux, et notamment, j'ai pu lire qu'en 2019, donc dernière année de la mandature précédente, il y avait une étude exhaustive qui avait été faite. Alors d'abord, elle ne peut pas être exhaustive quand on ne regarde pas la charpente, et les seuls qui ont regardé la charpente, c'est nous. Et ensuite, supposons que cette étude ait été faite. Vous savez qu'il y a eu le Covid. J'ai été élu le 4 juillet. Et le 4 juillet, lorsque j'ai préparé le premier budget de la commune, j'ai pris le document d'orientation budgétaire qui avait été fait par mon prédécesseur au mois de février. Et là, il y avait 0 € pour l'Église. Il y avait une ligne de 340 000 euros, pardon, qui s'appelait entretien habituel des bâtiments. Donc non, je le dis, il n'y avait pas d'étude exhaustive qui expliquait que l'Église était en danger. On a quand même évidemment travaillé sur l'Église, parce qu'on voyait bien, notamment, que le toit était en mauvais état. Donc là, je vous ai amené les chiffres. Nous avons cette église qui avait un peu plus de 170 ans, n'avait jamais été drainée. Donc toutes les eaux de ruissellement, depuis 170 ans, tapaient contre les murs. Donc nous avons drainé, nous avons rejointé les murs jusqu'à une hauteur de 2,50 m. Et d'ailleurs, j'ai apprécié, Père David, parce qu'à l'époque, vous avez dit qu'on avait eu le courage de faire des travaux qui ne se voyaient pas, donc, mais qui étaient ô combien utiles. Et cette petite affaire a coûté 93 744 €. Alors moi, je n'ai pas les centimes, je ne suis pas comme toi. Voilà. Ensuite, est arrivée cette catastrophe. On pensait que... Alors, on avait aussi fait des petits travaux que je passe de peut-être moins de 5 000 €. Et puis arrive, alors je ne me rappelais plus la date, c'est le 24 mars, un morceau de plafond, qui tombe. Alors, ne m'en veuillez pas, je dis heureusement, il est tombé sur une statue. Vous pouvez tomber sur quelqu'un et le tuer, tout simplement. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit stop, on va faire une étude complète de l'état de l'Église. Alors il se trouve que c'est compliqué parce que vu l'état du toit, quand on fait monter des entreprises sur le toit, on doit installer des lignes de vie, ça s'appelle. Et l'état du toit ne permettait pas d'installer de lignes de vie. Donc on a fait appel à une entreprise qui s'appelle TGH, donc travaux grande hauteur, qui ont des employés, on appelle des acrobates. Ils montent sans ligne de vie, c'est leur métier. Et là, on a commencé à voir des choses assez tragiques pour la structure de l'Église. Donc, début décembre, on repère l'affaissement
et